Premier volume du webinaire sur les emballages réemployables. Nous devrions finir à 10h30 comme c'est prévu. Je suis Sophie Nguyen Bukuong et je suis accompagnée de Clémence Brutin. Nous travaillons toutes les deux sur le développement du réemploi et également pour la lutte contre les déchets sauvages, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire vous est proposé par Citeo, l'entreprise qui pilote et assure la fin de vie des emballages et des papiers grâce aux contributions des metteurs en marché français. Il est constitué de 3 volumes qui auront lieu chaque jeudi pendant 3 semaines à 9h30 et qui nous permettront de renforcer vos connaissances sur le réemploi, mieux comprendre la performance environnementale de ce système et savoir quelles sont les premières questions à se poser lorsqu'on envisage le réemploi. Nous commençons donc aujourd'hui sur les connaissances théoriques du réemploi et jeudi prochain, nous présenterons les résultats des études existantes sur la performance comparée entre réemploi et usage unique, donc les analyses de cycle de vie. Et le jeudi suivant, nous évoquerons les questions concrètes et pratiques à envisager pour mettre en place des emballages réemployables. Alors, renforcer nos connaissances sur les emballages réemployables. Aujourd'hui, nous apporterons des réponses sur ce que sont précisément les emballages réemployables, les définitions officielles, si elles existent, le contexte favorable au développement du réemploi, l'état des lieux européen en regardant ce que font nos voisins, et on le comparera avec le marché français, pour lequel on essaiera de vous transmettre les chiffres qui sont connus pour le marché français. Et enfin, on passera en revue les différentes solutions de réemploi existantes pour vous présenter toutes les variables qui existent et qui cohabitent aujourd'hui sur le marché français. Alors, sur le contexte favorable, les conséquences de nos modes de consommation, documentés dans les études scientifiques et repris dans les médias, sont aujourd'hui reconnues. L'épuisement des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité, en parallèle de l'augmentation des déchets produits, accentuée par la mauvaise gestion d'une partie d'entre eux dans certaines conditions et dans certains pays. Cette prise de conscience entraîne une mobilisation de la population qui a déjà, pour une partie, commencé à modifier sa consommation en s'éloignant du tout jetable. Alors, pour illustrer cette tendance, nous avons repris des chiffres tirés de différentes sources spécialisées et de certains médias. Les emballages durables et rechargeables sont favorisés par une grande majorité des Français. 79% de ceux qui ont été consultés se disent favorables. Les emballages consignés également pour réemploi sont plébiscités par 63% des répondants. Et puis une autre illustration, c'est au-delà des intentions, le marché du vrac, après une période de stagnation les premières années, connaît une croissance exponentielle depuis 2016, avec un chiffre d'affaires multiplié par 6 en seulement 3 ans, atteignant pour l'année 2019 120 millions d'euros de chiffre d'affaires total. Donc on voit bien l'illustration de modes de consommation au-delà de l'usage unique qui se renforce. Attendez, excusez-moi, je vais juste couper voilà, le son des micros. Si je peux vous demander de bien couper vos micros, ça évitera les sons parasites. Merci beaucoup. Autre illustration de ce contexte favorable, bien la législation française qui s'approprie ces sujets avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été adoptée au mois de janvier donc de cette année et qui devrait être publiée en l'état début mars. Il y a beaucoup de choses dans cette loi qui va orienter voilà les choix de consommation et notamment d'emballage. Donc au 1er janvier 2020, l'interdiction de la vaisselle jetable vendue en lot en GMS, les cotons-tiges, les bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration scolaire. En avril 2020, l'État français devra se doter d'une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. Au 1er janvier 2021, donc l'année prochaine,
Interdiction de toutes les pailles, pics à steak, couvercles à verre jetable, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en PSE, donc en polystyrène expansé, destinés à la consommation sur place ou nomade. Les bouteilles également en PSE pour les boissons et les tiges de support pour ballons. Et donc en janvier 2021 devrait aussi être créé l'Observatoire du réemploi. Janvier 2022, donc l'année suivante, interdiction des sachets en plastique et des jouets en plastique distribués directement dans les fast-foods et la définition par l'éco-organisme de standards de réemploi pour les bouteilles et pour le frais. 2023, interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods pour les repas servis sur place. Objectif de 5% de mise en marché des emballages réemployables. Donc, tout ceci sera précisé d'ici 2022 pour connaître, donc par décret d'application, pour connaître la déclinaison par secteur de marché. Mais donc 5% de tous les emballages mis sur le marché devront être réemployables d'ici 2023. L'objectif est doublé pour 2027 avec donc une part d'emballage réemployable de 10%. Et enfin, excusez-moi. Et enfin 2040, l'interdiction de tous les emballages en plastique à usage unique. Donc voilà, un planning assez chargé sur les sujets qui nous concernent, dès à présent et jusqu'en 2040, avec des échéances très importantes dans les années qui viennent. Pour terminer sur le contexte, nous avons voulu rendre compte des alternatives à l'usage unique qui existent sur le marché français et qui surtout se multiplient de façon exponentielle ces dernières années. Certaines d'entre elles vous seront présentées dans le détail à la fin de ce webinaire pour expliquer un petit peu les spécificités de chacune. Mais pour reprendre un petit peu le fil de l'histoire, les bouteilles consignées de Météor ou des brasseries Bourbon à La Réunion ont longtemps été les seuls exemples de réemploi en France. Mais depuis le début des années 2000, on observe aussi la mise en place de nouvelles filières de bouteilles réemployables à échelle locale. Toff & Co en Mayenne, Bout à Bout en Pays de Loire. Ma bouteille s'appelle Revient en région Jura. Et il y en a d'autres. On voit également de nouveaux secteurs avec la restauration à emporter. Réconcile en Île-de-France était le premier, et puis d'autres régions s'y sont mises. Box City en Aquitaine, Emboîte le Plat à Toulouse, Sol Zéro encore plus récemment, notamment sur Paris. Et les plateaux repas à emporter, en livraison, essayent aussi de développer l'approche. On a mis l'exemple de Monsieur Tissicotte. Tous ces exemples sont loin d'être exhaustifs, mais de rendre compte de la multiplication des initiatives. La cosmétique aussi se met au réemploi avec la marque Cozy. Et enfin le e-commerce avec Loop qui a été lancé en grande pompe dans 5 grandes villes internationales en mai 2019. L'essor du vrac également, soutenu par la formalisation en 2004 du réseau vrac. Et puis le développement d'enseignes par franchise comme Day by Day. Des marques comme Lush qui proposent des cosmétiques solides à la découpe. Et les marques de distributeurs comme Biocop qui développent des outils pédagogiques à destination des consommateurs pour les encourager à avoir recours à des emballages réemployables et réutilisables. Donc, nous venons de parler des alternatives à l'usage unique. Essayons maintenant de resserrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la définition des emballages réemployables, donc au milieu de toutes ces alternatives. Alors, le Code de l'environnement nous permet de distinguer le réemploi de la réutilisation. Donc, du côté réemploi, il s'agit de toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Alors que la réutilisation désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets
sont utilisés de nouveau. La subtilité est importante puisque dans le cas de la réutilisation, il va y avoir la nécessité d'avoir un dispositif de sortie du statut de déchet nécessaire pour pouvoir à nouveau utiliser le produit, la matière ou les substances. Donc c'est très important. Donc d'après notre analyse, les emballages ménagers, c'est-à-dire tous les produits consommés par les ménages, que ce soit à travers les circuits GMS ou les circuits CHR, café, hôtel, restaurant, donc tous les emballages qui sont utilisés par les ménages ne peuvent pas passer par le statut de déchet et donc ne peuvent pas tomber dans la catégorie réutilisée. Idem pour les emballages industriels, à l'exception de la palette, qui est un emballage n'étant jamais en contact direct avec la marchandise et qui peut être réparé pour sortir du statut de déchet et donc être réutilisé. On en reparlera tout à l'heure lorsqu'on vous présentera différents dispositifs existants et donc je reparlerai de la palette. Mais d'après notre analyse, lorsque l'on parle d'emballage, à l'exception de la palette, on est vraiment uniquement dans une configuration de réemploi et non pas de réutilisation. On va regarder ensemble maintenant la chaîne de valeur d'un emballage réemployable pour essayer de bien définir ce que c'est, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle et réglementaire d'un emballage réemployable. Donc on utilise la chaîne de valeur. Voici de façon très simplifiée à quoi ressemble la chaîne de valeur d'un emballage réemployable. Il y aura des petites variantes en fonction de l'emballage, mais ici nous prendrons l'exemple de la bouteille en verre pour illustrer notre propos. En grisé, ce sont les étapes qui sont totalement différentes du système à usage unique que l'on connaît et qui est le plus répandu sur le marché. Donc je commence dans l'ordre des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, je commence à midi. La bouteille est remplie sur un site de conditionnement. Ensuite, elle est acheminée sur le lieu de vente. Le consommateur achète son produit, il le consomme, voilà, chez lui ou de façon nomade. Et c'est à partir de là que ça commence à changer. L'emballage vide, une fois le produit consommé, doit être ensuite rapporté par le consommateur sur un point de collecte, qui est en très grande majorité également un point de vente. Donc pas nécessairement exactement le même que celui où j'ai acheté mon produit, mais c'est souvent des points de vente. Les emballages vides sont ensuite transportés jusqu'à un outil de lavage, dans certains cas en passant par des plateformes intermédiaires qui permettent de massifier les volumes d'emballage à laver. Ensuite, l'outil de lavage pour les emballages donc permettra de laver les emballages. Il est spécifique pour les bouteilles à goulot fin. Il ressemble à de gros lave-vaisselle pour tous les autres emballages en verre. Les bocaux, les bouteilles à jus, les bouteilles à soupe. Et donc avec une exception pour les bouteilles à goulot fin où on a vraiment des outils de lavage industriels spécifiques pour cet emballage. Les emballages lavés sont ensuite palettisés et peuvent être acheminés jusqu'au site de conditionnement et entamer une nouvelle rotation. Donc la semaine prochaine, nous verrons quelles sont les étapes de cette chaîne de valeur qui ont le plus d'impact environnemental et quels sont les leviers pour diminuer cet impact. Mais voici à quoi ressemble donc une chaîne de valeur de tous les emballages réemployables. Alors comment est-ce qu'on s'y retrouve par rapport aux solutions existantes sur le marché? Nous, on nous demande souvent, mais est-ce que réemploi, ça veut dire vrac et inversement? Donc cette matrice permet de distinguer toutes les configurations qui cohabitent aujourd'hui sur le marché. On identifie 3 types de solutions emballage. Elles se différencient par l'usage pour lequel l'emballage a été conçu. C'est la première colonne qui est à gauche. Mon emballage est-il conçu pour un usage unique et donc idéalement pour être recyclé? Ça, c'est les premières lignes qui sont jaunes, qui correspondent à la très grande majorité des emballages mis sur le marché aujourd'hui. Est-ce que mon emballage est conçu pour être réemployé? Et donc là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'emballage doit être rapporté par le consommateur afin d'être traité par un dispositif industriel de lavage. Ce sont les lignes en vert clair.
Ou alors, et ça c'est la troisième configuration, est-ce que mon emballage a été conçu pour être rechargé? Et dans ce cas-là, c'est le consommateur qui l'achète et qui s'occupe de le remplir à nouveau après chaque utilisation. Donc c'est lui qui le remplit en magasin, c'est lui qui le lave, en magasin ou chez lui, pardon, il le lave et il le rapporte sur le lieu de vente pour le re-remplir, etc. Les solutions d'emballage, elles se distinguent aussi par la personne ou en tout cas l'entité qui met sur le marché l'emballage, la personne qui fournit l'emballage. Donc ça, c'est la deuxième colonne. L'emballage, il est soit fourni par le producteur, donc le producteur du produit, la marque, ou par le distributeur. C'est le cas eh bien des rayons vrac de légumes. L'emballage, il est mis à disposition par le distributeur. Puis la troisième configuration, c'est le consommateur. Je viens avec mes propres contenants sur mon lieu de vente pour les remplir, et c'est donc le consommateur qui met à disposition l'emballage. Les troisième et quatrième colonnes permettent d'illustrer les différentes configurations. En tout cas, ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est que le réemploi, il peut être utilisé pour des produits préemballés. Donc c'est le cas de Météor. On va être sur la ligne réemployable producteur. Mais aussi, le réemploi, il peut être utilisé pour des produits proposés en vrac. C'est le cas de Cozy, la marque de cosmétiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui, pour certaines boutiques, propose des fontaines de cosmétiques. Et c'est le cas aussi de Franprix, qui expérimente dans son magasin rue Réaumur un salade bar avec des emballages en verre réemployables. Donc là, on va être donc sur les lignes toujours réemployables, sur les lignes distributeurs. Et donc, vous voyez que la manière dont le produit, le contenu est proposé, en vrac ou préemballé, ne préfigure pas du réemploi. Donc, pour le réemploi, voilà, c'est ce que je viens de dire. Nous allons en parler, nous allons l'illustrer à nouveau avec les études de cas que je vous présenterai en fin de webinaire. Et tout de suite, on va passer aux chiffres du réemploi en France et en Europe. Alors pour les chiffres que nous avons réussi à trouver, je vous cache pas qu'il y en a pas beaucoup sur le réemploi en ce moment, pour le moment. Je pense que ça va vite évoluer, mais en tout cas pour les chiffres que l'on connaît, on distingue d'un côté les emballages ménagers, donc ce sont les emballages qui sont consommés et gérés en fin de vie par les ménages. Donc c'est les périmètres contributifs à Citeo. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 5,5 millions de tonnes qui sont mises sur le marché, ce qui équivaut à peu près 100 milliards d'unités de vente. Donc une unité de vente, c'est, si je reprends l'exemple de la boisson, ça va être la bouteille plus son bouchon. Et donc on exclut la cartonnette qui peut rassembler les packs de 6 par exemple. Donc l'unité de vente, c'est vraiment l'unité qu'utilise le consommateur. Donc on a d'une part les emballages ménagers et puis d'autre part les emballages hors ménagers, c'est-à-dire tout le circuit CHR consommés par les ménages mais qui sont gérés en fin de vie par les professionnels. Je consomme une bouteille de soda en restaurant, c'est bien le restaurateur qui va avoir la charge de l'écarter après son utilisation. Ici, on sait qu'il y a 400 000 tonnes qui sont mises sur le marché. Malheureusement, j'ai pas du tout l'équivalent en unités de vente. Et puis, dernière catégorie, les emballages, les déchets d'emballage industriels et commerciaux. Donc, ce sont tous les emballages qui sont utilisés et gérés en fin de vie par les professionnels. Donc j'ai mis quelques exemples là pour illustrer. Là, malheureusement, on n'a ni les tonnages ni les unités. Alors, il y a des projets de REP, donc système de responsabilité élargie du producteur. Il y a des projets de REP pour le CHR d'ici janvier 2021 et pour les DEIC d'ici janvier 2025 qui nous permettront d'avancer sur ces chiffres et de combler les trous dans la raquette.
En ce qui concerne le réemploi, les chiffres connus, encore une fois, pour le ménager, on va avoir total de 7000 tonnes pour le verre. Ce sont les seules quantités connues aujourd'hui, les emballages réemployables en verre. Une grande, quasiment la grande partie de cette quantité, c'est donc la brasserie Météor qui commercialise une bouteille de bière en région Alsace. La région Alsace qui est très connue pour avoir toujours pratiqué la consigne. Et vous voyez que ce tonnage représente vraiment une partie infime du gisement verre puisque c'est 0,29% de tout le verre ménager collecté en 2018. Alors pour le CHR, on a 220 000 tonnes donc de réemploi, soit 552 000 unités. Alors c'est le CHR qui représente la majorité du réemploi en France. Et encore, à cela s'ajoutent les chiffres des fûts qui sont réemployés pour la bière dans les bars et restaurants, pour lesquels malheureusement je n'ai pas les chiffres aujourd'hui pour augmenter cette part de réemploi. Et puis pour les DEIC, on sait que 1,7 million de tonnes de palettes sont réutilisées chaque année, soit à peu près 95 millions d'unités. Malheureusement, comme je ne connais pas le gisement global, je ne sais pas quelle part ça représente. Et puis, il y a d'autres solutions d'emballage réemployable donc chez les professionnels, notamment des bacs qui vont être utilisés en réemploi. Aujourd'hui, on ne connaît pas du tout les quantités. Donc vous voyez, peu de chiffres disponibles malheureusement pour la France. On va regarder néanmoins comment la France se situe par rapport aux autres pays européens. Donc pour ces chiffres, nous avons repris les chiffres issus d'une étude réalisée par un cabinet de conseil européen. Il s'agit des chiffres d'emballage réemployé dans le B2C, donc uniquement la consommation des ménages, vraiment uniquement les ménages. Et pour le secteur de la boisson, sans les jus ni le vin. Donc on est sur les bouteilles en verre réemployées, consommées par les ménages pour les eaux, les bières et les softs gazeux. Donc on est loin d'être sur tout le périmètre, mais néanmoins si on regarde uniquement ce périmètre-là, on voit que l'Allemagne est largement en tête, sans grande surprise puisque c'est le pays qui depuis le début des années 90, s'est imposé des objectifs très ambitieux de réemploi pour ses emballages boissons. L'Allemagne a un objectif de 72% d'emballages boissons réemployables. Et puis la France qui est très très loin derrière, hein, vous voyez, on n'est même pas à 0,1%. Ça s'explique notamment puisque on était, en tout cas jusqu'à présent, le seul pays de toute cette liste à n'avoir aucun levier réglementaire pour encourager le réemploi. Alors, pour finir donc sur cette présentation du réemploi et des emballages réemployables, on va passer de la théorie à la pratique en vous présentant plusieurs exemples d'emballages réemployables qui existent aujourd'hui sur le marché français. Je commence avec le secteur de la boisson. Donc à chaque fois, on vous a présenté les exemples d'emballage et puis surtout, on l'a mis au regard de la chaîne de valeur en précisant lorsqu'il y avait de la mutualisation ou si les étapes de la chaîne de valeur sont intégrées et gérées en propre par les entreprises qui mettent en place ces solutions de réemploi. Alors Météor ou Bourbon, donc c'est vraiment ceux qui sont les plus connus et qui représentent les volumes les plus importants. Météor et Bourbon, ils ont internalisé les outils de lavage. Donc en propre sur le schéma, c'est pour ça que vous voyez la petite étoile bleue à côté de l'icône lave-vaisselle. Mais ils partagent par contre le parc d'emballage. Donc si je prends l'exemple de Météor en Alsace, la brasserie Météor et la brasserie Cronenbourg partagent un même format de bouteille, c'est celui que vous voyez sur l'écran. Et qui peut donc être mutualisé entre Cronenbourg et Météor, et c'est uniquement l'étiquette qui va distinguer les deux marques.
Et donc, comme le parc d'emballage est mutualisé, il mutualise également la collecte et le transport. C'est le cas également pour plusieurs marques de bière distribuées par la brasserie Bourbon à La Réunion. Je précise la distinction, c'est qu'à La Réunion, le système ne met pas en place de consignes monétaires. Et donc le contexte territorial et culturel fait qu'il y a un très très bon taux de retour des bouteilles, bien qu'elles ne soient pas consignées et que les consommateurs ne récupèrent pas d'argent au moment où ils ramènent les bouteilles. Le deuxième exemple pour le secteur de la boisson, c'est Bout à Bout. Donc c'est une association qui coordonne une filière de réemploi en Pays de Loire. Bout à Bout mutualise le parc d'emballage. Donc les metteurs en marché, les producteurs de boissons qui choisissent la solution Bout à Bout et qui veulent proposer des emballages réemployables doivent choisir un des 7 formats proposés dans le catalogue Bout à Bout. Vous voyez, il y en a 3 pour la bière, 1 pour le vin, 1 pour le cidre et 2 modèles pour les jus. Ce qui permet en fait d'avoir une mutualisation de la collecte, du transport, mais également de l'outil de lavage. En l'occurrence, Bout à Bout est coordinateur de tout ce dispositif, l'outil de lavage appartenant à un prestataire externe, Boutin Service, qui donc met à disposition son usine de lavage pour tous les clients de Bout à Bout. Alors cette partie mutualisation, activité en propre, elle est intéressante à voir puisque déjà ce sont toutes des configurations qui cohabitent et qui fonctionnent. La semaine prochaine, on verra comment la mutualisation peut être un levier de performance environnementale très important. Alors le choix entre ces deux configurations, le schéma Météor d'un côté, le schéma Bout à Bout de l'autre, il va principalement dépendre du volume d'emballage utilisé par chaque metteur en marché. Plus le volume est important et plus ça deviendra pertinent d'internaliser l'outil de lavage en propre. Vous noterez donc que la mise en place d'une consigne monétaire que le consommateur récupère n'est pas systématique. Cette question de consigne ou pas consigne sera traitée lors du 3e module, lorsqu'on regardera les questions opérationnelles à se poser avant de mettre en place des emballages réemployables. On continue sur les exemples de bonnes pratiques d'études de cas existantes avec le secteur de la restauration moderne. Alors, restauration moderne, c'est un terme que l'on utilise pour qualifier toutes les offres de restauration où le consommateur paye avant de consommer son plat. Voilà, donc ça exclut tout ce qui est consommation en restaurant, CHR, café, hôtel, etc. Dans le secteur de la restauration moderne, restauration à emporter, la plupart des dispositifs ressemblent au premier cas de figure, donc celui qui est mis en place par des acteurs comme Sol Zéro, Réconcile à Paris, Emboîte le Plat à Toulouse, Box City à Bordeaux, je les ai listés tout à l'heure. Donc il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein, cette liste n'est pas exhaustive. Et donc cette offre-là, il mutualise le parc d'emballage entre tous les clients, ce qui permet de mutualiser le transport et l'outil de lavage. Donc concrètement, ça veut dire que tous les points de vente alimentaires qui utilisent la solution Sol Zéro, Emboîte le Plat ou Réconsigne, en tout cas par réseau, ils utilisent les mêmes plats. Donc vous voyez dans le cas de Sol Zéro, on n'a pas un seul format, il y a donc 7 modèles, tous en verre, à partir duquel les points de vente peuvent choisir et proposer à leurs consommateurs des plats réemployables. Donc ça permet la mutualisation, donc le parc mutualisé permet la mutualisation du transport et du lavage. Une autre approche qui est testée depuis quelques mois à Paris, dans le quartier de Saint-Lazare, donc c'est la démarche Le Tiécar, qui consiste à laver directement les plats au niveau des restaurants, qui sont également les points de vente. Donc concrètement, ça veut dire que le consommateur, il ramène sa boîte en verre auprès d'un des restaurants partenaires Le Tiécar. Cette boîte, elle est sale, elle le remet au restaurateur
qui lui échange pour une autre boîte, soit propre, soit une autre boîte remplie de son nouveau déjeuner. Donc forcément, ça limite un petit peu les lieux qui peuvent adopter la solution Lotier-Car, puisque il faut que ce soit nécessairement des lieux disposant d'un évier ou d'un lave-vaisselle. Et donc vous voyez que ça simplifie la chaîne de valeur, puisque le lavage est réalisé en propre directement par le restaurateur, Lotier-Car étant responsable de la distribution des boîtes et du suivi des retours clients. Il y a de nouveaux secteurs qui se lancent dans le réemploi. Je le disais en introduction, là on va regarder un peu plus dans le détail les solutions existantes. La cosmétique, on vous a mis l'exemple de COSI. Donc, COSI, ça veut dire cosmétique, objectif, zéro impact environnemental. COSI était l'un des finalistes du Circular Challenge de Citeo en 2018. Et donc c'est une start-up qui propose des cosmétiques bio dans des emballages en verre qui, une fois collectés, sont traités directement par COSI grâce à une machine de lavage et séchage qui répond à un protocole cosmétique validé par les standards du secteur. Donc la cosmétique a des exigences en termes d'hygiène qui sont parfois même encore plus ambitieux que l'alimentaire, notamment pour tous les produits pénétrants. Et donc COSI ils ont développé eux-mêmes l'outil de lavage pour tous leurs emballages en verre. Donc là, tout est réalisé en propre. Le parc d'emballage est spécifique COSI. La collecte et le transport ne concernent que les emballages COSI. Et comme je l'ai dit, l'usine de lavage, enfin en tout cas le laboratoire de lavage, est vraiment spécifique à tous ces emballages. Et puis le dernier exemple d'emballage réemployable pour le ménager, c'est l'initiative portée par Loop. Donc je l'ai dit, lancée en mai 2019 dans des grandes métropoles mondiales. Loop en fait propose des produits de grande consommation, alimentaire et non alimentaire, dans des emballages réemployables. Les deux spécificités de Loop, ce sont donc toutes les marques qui travaillent avec Loop, et ce sont vraiment des grandes marques internationales. Là, vous voyez P&G, mais il y en a bien d'autres, hein, Tropicana, Milka, etc. Toutes les marques qui travaillent avec la solution Loop ont développé leur propre emballage réemployable avec l'aide des ingénieurs packaging de Loop. Donc, une marque, un emballage. Et l'autre spécificité, donc on est très loin de la mutualisation qu'on a vue pour Bout à Bout, par exemple. L'autre spécificité, c'est que tous les produits sont livrés et collectés directement chez le consommateur, puisque pour acheter des produits distribués par Loop, en fait, il faut aller sur la plateforme de Carrefour.fr. Loop travaille exclusivement en partenariat avec Carrefour, en tout cas pour son lancement. Et donc c'est directement chez vous que les emballages et les produits sont livrés, et c'est le livreur qui va récupérer les emballages vides. Donc c'est TerraCycle qui est derrière la plateforme Loop et qui lance donc cette expérimentation depuis le mois de mai 2019, notamment sur Paris pour la France. Donc vous voyez que les parcs d'emballage sont en propre. Il n'y a vraiment pas du tout de mutualisation des emballages. En revanche, vous avez mutualisation des collectes, puisque lorsque le livreur récupère des emballages vides, il récupère les emballages de toutes les marques, et ce sont tous ces emballages ménagers qui sont amenés jusqu'à la plateforme de lavage gérée par Loop, mutualisée entre les différentes marques concernées. Alors on voulait terminer avec des exemples qui sont en dehors du périmètre ménager, mais qui sont quand même très intéressants à observer. Le premier, c'est donc j'en parlais tout à l'heure, ce sont alors Pandobac qui propose des bacs réemployables aux grossistes alimentaires des marchés de Rungis pour qu'ils puissent livrer leurs produits aux restaurateurs d'Île-de-France
dans des bacs en plastique réemployables. Donc pour l'instant, c'est en Île-de-France. Il y a d'autres régions qui sont en cours de développement et qui présentent la même configuration, donc avec des marchés grossistes concentrés et des zones de distribution rapprochées. Donc Pandobac mutualise les bacs et la ligne de lavage. Cette ligne de lavage, elle est installée directement sur le site de Rungis, donc très très proche de ses clients. Et les bacs sont transportés directement par les grossistes en reverse logistique. Donc ça ne crée pas de flux supplémentaire, il n'y a pas de camion supplémentaire puisque les bacs vides reviennent directement dans les camions. Et le dernier exemple, donc c'est celui de la réutilisation des palettes. Je voulais l'illustrer ici. Donc les palettes sont récupérées directement chez les clients. Il y a pas mal d'entreprises qui sont sur ce marché. Les palettes sont transportées ensuite en plus ou moins grande quantité pour être lavées et réparées avant d'être vendues à nouveau à d'autres clients, donc en palettes réutilisées. Voilà pour le panorama des exemples d'emballages réemployables qui existent aujourd'hui sur le marché français. C'est loin d'être exhaustif. Je suis sûre que vous avez probablement également identifié des initiatives locales, ou peut-être sur d'autres marchés. Si c'est le cas, je vous invite à nous les partager, parce que c'est toujours très intéressant d'élargir notre panorama. J'espère qu'on a réussi à répondre aux questions qui étaient traitées aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'un emballage réemployable. Il n'y a pas de définition officielle pour le moment, mais on voulait vraiment faire la distinction entre réemploi, réutilisation, réemploi, recharge. On vous a transmis aussi un petit peu un état des lieux de ce qu'est le réemploi aujourd'hui en France et dans d'autres pays français. Et puis je pense qu'avec ces exemples d'études de cas, vous avez une vision assez concrète de tous les exemples de configuration qui existent aujourd'hui. Voilà. Alors, c'en est fini pour ce premier module. Je rappelle que l'on se retrouve la semaine prochaine pour creuser la question de la performance environnementale du réemploi, lorsqu'elle est notamment comparée à l'usage unique. Je sais que c'est des questions très importantes et on va vous partager les réponses. Maintenant, il est temps de passer aux questions. Que je vais commencer à lire tout de suite. Bonjour, je suis Clémence Bretin, je reprends le relais de Sophie Nguyen pour répondre à une première question qui nous avait été posée sur la Belgique. La question était que c'était bizarre que la Belgique ne figure pas dans le benchmark européen alors qu'il y avait effectivement des emballages qui étaient consignés. Je confirme que la Belgique a bien un système de consigne pour réemploi. Notamment dans le secteur de la boisson et assez développé dans le secteur de la bière. Si la Belgique ne figurait pas sur le graphique, c'est surtout parce qu'on n'avait pas de données comparables à pouvoir afficher. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y avait un cadre réglementaire en Belgique qui existe toujours et qui était censé être assez incitatif pour préserver le réemploi face à la montée en puissance de l'usage unique. Donc c'est très clairement des taxes qui avaient été utilisées et qui sont toujours d'actualité, notamment une taxe qui s'appelle la packaging charge, qui prévoit de taxer beaucoup plus les boissons qui sont vendues dans des emballages non réemployables, par opposition aux boissons qui sont vendues dans des emballages réemployables. Cette packaging charge, malgré le fait qu'elle ait été mise en place il y a quand même assez longtemps, dès le début des années 2000, n'a pas permis de préserver autant que ça le gisement réemploi. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une baisse du gisement à environ 8% de part de marché dans le segment de la bière. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais repasser le micro à Sophie pour répondre aux autres questions sur le modèle économique, bien qu'à mon avis, ce soit surtout les webinaires 2 et 3 qui vous permettent d'en savoir plus sur ces items-là.
Donc on a eu une question sur le modèle économique. Donc je le comprends comme comment est-ce qu'on finance en fait ces solutions de réemploi. Alors, je commence par la structure de coût. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais ce qui va être donc source de coût pour le réemploi, ça va être l'outil de lavage, évidemment, qui implique de la manutention, l'outil de collecte. euh, on en reparlera lors du module 3. Mais en fonction des configurations, la collecte peut se faire de façon manuelle avec des caisses ou de façon automatisée avec des machines. C'est le cas des bouteilles en Alsace, par exemple. Et donc toutes ces solutions, elles n'ont pas les mêmes coûts. Et puis autre 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 source de coût, enfin c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est le transport de toutes les bouteilles quand elles sont vides, avant lavage et après lavage. Donc tout ça, évidemment, c'est pas anodin. L'objectif de toutes ces solutions de réemploi, très clairement, c'est d'être compétitif par rapport à une bouteille neuve à usage unique, ce qui est difficilement atteignable. Et l'on sait d'ores et déjà que le meilleur levier pour optimiser les coûts, c'est d'avoir une maîtrise de toute la chaîne de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que si un metteur en marché demain devait contractualiser avec un logisticien d'un côté, puis un opérateur de lavage de l'autre, puis un opérateur qui gère la collecte de l'autre, vous avez de fait des marges d'optimisation des coûts qui sont très réduites. Comparativement à un système comme, je reprends l'exemple de Bout à Bout en Pays de Loire, vous avez un interlocuteur unique qui s'occupe de coordonner l'ensemble de ces étapes de la chaîne de valeur et qui peut, par effet de mutualisation, optimiser les coûts. Et donc voilà un peu comment fonctionne le modèle économique du réemploi. On va substituer les coûts d'achat des bouteilles neuves à l'achat d'une prestation, donc un service de collecte, transport et lavage d'un parc de bouteilles. Pour les questions concernant l'empreinte environnementale et les impacts, d'attendre la semaine prochaine pour vraiment pouvoir les adresser en détail. Et je pense que le webinar, la partie présentation, permettra de répondre à certaines d'entre elles, à certaines de ces questions. Je vais regarder les questions qui nous sont parvenues entre-temps. Donc il y avait une question sur le nombre de cycles pour qu'un emballage soit considéré comme réemployable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de définition ancrée dans le marbre qui dise voilà un emballage réemployable, c'est un emballage qui doit effectuer tant de rotation. En revanche, c'est sûr qu'un emballage réemployable doit avoir des caractéristiques techniques qui lui sont propres et qui lui permettent d'être résistant au lavage, notamment, et aux nombreux chocs qui pourraient advenir à toutes les étapes de son cycle de vie. Par exemple, pour le verre, on sait que des emballages réemployables peuvent être réutilisés jusqu'à 50 fois. Dans le cas du PET réemployable qui est utilisé en Allemagne, on peut avoir des rotations qui vont jusqu'à une vingtaine de fois. Donc aujourd'hui, voilà, pas de définition ancrée dans le marbre sur le nombre de rotations. On verra quand même dans le deuxième module que très clairement, hein, le nombre de rotations que peut faire un emballage est un des leviers de performance à la fois environnementale et économique. Environnementale parce que c'est tout autant de ressources évitées lors de la conception de l'emballage, et économique parce que c'est autant de sous-dépensés en moins pour l'achat d'un nouvel emballage.
Je voulais juste compléter sur la question combien de nombre de rotations pour qu'un emballage soit réemployable. Euh, donc, comme l'a dit Clémence, c'est pas une question de nombre de rotations. À partir de la deuxième rotation, vous êtes dans un dispositif, enfin dans un système réemployable. Il y a pas de définition, mais j'insiste vraiment sur le fait que pour qu'un emballage soit réemployable, il faut qu'il ait été conçu, mais aussi que tout le dispositif ait été mis en place. Ne peuvent pas être qualifiés d'emballage réemployable, un emballage mis sur le marché, mais pour lequel vous n'auriez pas pensé à un système de collecte, pas pensé à un système de lavage derrière. C'est vraiment la complémentarité entre les deux, conception de l'emballage et système plus ou moins à grande échelle de traitement de l'emballage pour permettre les rotations. Voilà, je voulais vraiment préciser ça puisque c'était un des points clés de ce webinar. Il faut qu'il y ait que l'emballage soit conçu pour toutes ces rotations et qu'il y ait les rotations et donc tout le dispositif de collecte, transport et lavage. Je vais traiter la question, est-ce qu'un système de collecte locale pourrait être mutualisé, voire orchestré par une filière REP? C'est une question tout à fait d'actualité, notamment puisque avec les objectifs de réemploi pour donc de 5% en 2023 et de 10% en 2027, on va de toute façon constater une accélération donc du développement d'emballages réemployables sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une coordination au niveau local à travers les initiatives que j'ai listées tout à l'heure, Bout à Bout en Pays de Loire, par exemple. Et l'autre élément qui existe, c'est donc le réseau consigne qui a pour mission de mettre en commun les bonnes pratiques, les connaissances techniques, etc. et qui commence à se structurer au niveau local. Euh, Clairement, le cadre réglementaire pousse vers ce type de réponse, d'avoir une orchestration au niveau national, également avec la définition de standards. Tout à l'heure, je le disais, au 1er janvier 2022 au plus tard, l'éco-organisme doit publier des standards d'emballage réemployable pour la boisson et pour le frais. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui le niveau de détail de ces standards. Je ne sais pas vous dire par exemple si eh bien il y aura des formats d'emballage ou si on va juste se mettre d'accord sur des caractéristiques techniques. Ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais tout ça pointe vers l'émergence d'une entité de coordination pour s'assurer que il y a une uniformité entre les dispositifs régionaux et nous en tout cas on l'espère pour que les différentes initiatives régionales puissent aussi comment dire, se compléter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait qu'il y a des régions pour lesquelles le réemploi va être plus coûteux que sur d'autres. Des régions très denses, on va pouvoir, comme les grandes villes, les grandes métropoles, on va avoir une optimisation des flux logistiques. Sur des régions beaucoup moins denses, on va avoir un éparpillement en fait des points de collecte et tout ça, ça va impacter, on le disait tout à l'heure sur le modèle économique, ça va impacter le coût. Et donc idéalement, pour qu'aucune région de France ne soit lésée, il faudrait avoir une sorte de mutualisation aussi des ressources. Donc nous, on est favorable à ce qu'il y ait effectivement une orchestration au niveau national. C'est un petit peu tôt pour le dire, mais clairement, on y est très favorable. Un des points qui est aussi très important pour cette orchestration, c'est le marquage sur emballage, le marquage on pack, qui signifie qu'un emballage est réemployable et donc doit être ramené par le consommateur. Là, on souhaite aussi pouvoir faire émerger quelque chose d'uniforme sur tout le territoire français. L'Allemagne l'a fait, la Finlande l'a fait, et donc pour ça et pour garantir la mise en œuvre, il faudrait également avoir un organisme de coordination. Alors je regarde s'il y a d'autres questions.
Alors on a eu des questions aussi sur alors je relis hein, la maîtrise de la chaîne de valeur pour optimiser les coûts et qui de fait pourrait impacter même l'organisation aujourd'hui de la supply chain, l'organisation des outils industriels, euh, prise de quid d'une décision de restructurer et de relocaliser, on va dire, les lignes de conditionnement. Vous avez raison. Je suis ravie que vous pensiez tous à ces sujets parce que c'est la suite logique. Ils seront traités tous ces sujets en détail lors du volume du module 2 et surtout le module 3, puisqu'en fait on verra ensemble que tous les sujets d'impact environnementaux vont soulever des questions industrielles et des questions de schéma industriel notamment. Toutes les questions que vous avez soulevées seront traités module 2 et module 3. Je vous fais un peu de teasing pour les semaines qui viennent. Je regarde si on a d'autres questions avant de terminer. Alors a priori, pas de d'autres sujets permettant d'approfondir ce que l'on a vu aujourd'hui. Beaucoup de questions voilà, qui nous motivent pour les semaines suivantes, puisque c'est vraiment pile les sujets qu'on va aborder lors du module 2, donc jeudi prochain à 9h30, pour comprendre les leviers de performance environnementale, la performance actuelle et comment est-ce qu'on peut l'augmenter à travers des solutions, notamment de mutualisation, mais pas que. Et puis le module 3 qui permettra de passer en revue toutes les questions que vous avez soulevées, notamment voilà, de schéma industriel, d'organisation régionale versus nationale. Tout ça, c'est des sujets qui sont pile dans les thématiques qui seront évoquées la semaine prochaine et la suivante. Il me reste plus qu'à vous remercier. C'était voilà très intéressant de lire vos questions et encore une fois c'est très motivant pour les semaines à venir. J'espère que ce module vous a permis d'avoir une bonne introduction dans le monde des emballages réemployables et on continue avec des choses plus concrètes les semaines suivantes. Je vous souhaite une très bonne journée et en plus on finit à l'heure. À la semaine prochaine.